C'est par ce son Nayabingui que le 3e festival international de reggae d'Abidjan, dénommé Abi Reggae, a ouvert ses portes au Palais de la Culture de Treichville. Pendant 4 jours, les reggae-villes vont vibrer au son de la musique de Jah. Ce festival allie musique et réflexion intellectuelle. Le reggae lui-même en tant que musique implique ce niveau de conscience, implique de réfléchir, implique de savoir d'où nous venons et où nous allons. Le reggae est une philosophie, un mouvement social et une musique de revendication. L'instauration d'Abi Reggae à Abidjan vise à faire de la capitale économique une référence en matière de reggae après Kingston en Jamaïque. Le défi est grand, mais notre foi pour le reggae est encore plus grande. L'édition 2017 va encore traverser les frontières et non des moindres. Je voudrais particulièrement citer le groupe Long Shen Dao. Ils nous viennent rois de la République populaire de Chine. Par son existence, ce festival confirme une vérité. Abidjan est l'une des grandes capitales du reggae dans le monde. Cette année, l'affiche est encore alléchante avec de grosses pointures. Uroy, Moutabarouka, Beta Simon, Ismaël Isaac et bien d'autres artistes connus vont communier avec leurs fans. 400 jeunes âgés de 15 à 35 ans ont été choisis pour être formés au métier de la peinture, du bâtiment et de l'embellissement des pelouses. Je veux dire merci à tous nos bienfaiteurs pour l'insertion des jeunes aujourd'hui. Demain, nous pourrons être des élites de la nation. Grâce à ça, on pourra se prendre en charge. Nous ne serons pas des jeunes délaissés, livrés à eux-mêmes. Coût du projet, plus de 800 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC, financé par la Banque mondiale et exécuté par l'État de Côte d'Ivoire. Après ces mois de formation et de pratique, vous serez doté de compétences qui vous sortiront du chômage. Sachez que seule votre abnégation au travail et votre persévérance vous ouvriront la voie de la réussite. Chers jeunes, je voudrais vous indiquer que le métier du bâtiment, et particulièrement celui de peintre en bâtiment, est un métier noble. C'est un métier noble qui nourrit quand on est sérieux, honnête et soucieux de travail bien fait. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a affiché la détermination du gouvernement quant à l'insertion professionnelle des jeunes. Les jeunes, vous devez être optimistes. Si un jeune n'a pas confiance en lui et en son destin, personne ne lui donnera la chance d'un avenir meilleur. Le président a compris qu'il faut que la jeunesse ait un avenir. Quand les jeunes n'ont pas de travail, le banditisme augmente. Donc tous ces projets qui vont traiter la question de l'emploi jeune sont des projets prioritaires. Face à cette problématique de l'employabilité des jeunes, une politique nationale de la jeunesse 2016-2020 a été élaborée par le gouvernement. L'Indénié Djoablin a désormais son antenne régionale de l'Institut de formation des agents de la santé, INFAS. Une antenne régionale qui a reçu ses premiers étudiants cette année. Au nombre de 130, ces étudiants de l'antenne régionale seront formés uniquement au métier de sage-femme et d'infirmier. L'INFAS a pour objectif de former les infirmiers sages-femmes et puis tous les techniciens de laboratoire, PGP, assainissement, kinésithérapeute. Mais pour ce qui est d'Abangourou, on ne forme que les infirmiers des sages-femmes. Nous avons 100 infirmiers et 30 sages-femmes que nous devons former pour cette année. La visite du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Kokou Abina, a été l'occasion pour les responsables de cette structure de présenter des doléances, des difficultés portées essentiellement sur les moyens didactiques. Le ministre Pascal Kokou Abina a assuré la volonté du gouvernement et du conseil régional à offrir un cadre de travail et de vie sain à ses étudiants. Joignant l'acte à la parole, il a annoncé l'ouverture de nouveaux locaux. L'université à Niansue qui va s'ouvrir, quand vous avez des grandes écoles comme l'INFAS et d'autres, le CAFOP supérieur, et puis d'autres choses qui vont arriver, nous voulons qu'à Bangourou,
se positionne comme un pôle universitaire. C'est ça notre ambition. Et ce sont les prémices déjà que vous voyez. Et nous félicitons le gouvernement et le président parce que tout ceci, c'est dans son programme de développement. Avant l'ouverture de ces nouveaux locaux, c'est avec les élèves du centre de formation professionnelle d'Abengourou que les 130 étudiants de l'INFAS partagent le site actuel. Dans la région du Turkana au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes. Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse. Le 6 avril, début de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Cette guerre est une guerre entre les peuples serbes, croates et bosniaques ayant eu lieu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et ayant impliqué la Yougoslavie, la Serbie, la Croatie et diverses entités de l'actuelle Bosnie-Herzégovine. Cette guerre débute le 6 avril 1992 quand l'armée serbe attaque la Bosnie qui venait de déclarer son indépendance. La guerre s'est achevée par les accords de Dayton le 14 décembre 1995. La guerre en Bosnie est une conséquence de la dislocation de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, elle-même liée à la chute des régimes communistes en Europe de l'Est en 1989. La renaissance des idées nationalistes en Yougoslavie a fragilisé le rôle central du Parti communiste. Les arrivées au pouvoir de Slobodan Milosevic en Serbie en 1987 et de Franjo Tuđman en Croatie en 1990 accentuent la crise. En juin 1991, la Slovénie déclare son indépendance et la Croatie en fait de même. Après un rapide conflit en Slovénie, l'armée populaire yougoslave sous commandement serbe, appuyée par les paramilices serbes et les Serbes de Krajina en Croatie, attaque la Croatie. Le symbole du début de cette guerre est certainement la bataille de Vukovar. La Bosnie, ne voulant pas participer à ce conflit contre la Croatie, décide de déclarer sa souveraineté en octobre 1991, mais la commission Badinter précise alors qu'elle ne reconnaîtrait l'indépendance de la Bosnie que si un référendum était organisé à cet effet en Bosnie. Le résultat du référendum est de 99% de voix en faveur de la Bosnie indépendante. L'indépendance de la Bosnie est en conséquence proclamée par le Parlement bosniaque le 3 mars 1992. La République serbe de Bosnie, l'entité des Serbes dirigée par Radovan Karadzic, déclare à son tour, mais sans aucune procédure constitutionnelle, son indépendance. Cette république ne sera jamais reconnue en tant que telle par la communauté internationale. En 1992, les Serbes de Bosnie, qui ont pris pour capitale Pale, à proximité de Sarajevo, entreprennent donc un long et violent siège de la ville. Les premiers bombardements des forces serbes frappent la ville le 6 avril 1992, le lendemain de la déclaration d'indépendance. Sarajevo est soumise à un blocus complet. En mars 1994, un accord est signé entre les dirigeants croates et musulmans de Bosnie sous la pression de la communauté internationale, surtout celle des États-Unis envers le président croate Tuđman.